Bonjour et bienvenue à tous à cette réunion publique consacrée au plan de prévention du risque inondation de la commune de Marignane. Nous allons être ensemble sous un format qui est un format, comme vous pouvez le voir, émission en ligne en direct, avec deux intervenants de la direction départementale des territoires et de la mer, Julien Langumier sur la gauche de l'écran et Clément Gastaud sur la droite, qui tous les deux vont nous présenter en détail le plan de prévention que j'évoquais il y a quelques instants. Donc cette réunion va se dérouler en deux temps. Un premier temps durant lequel nos deux interlocuteurs nous présenteront le plan de prévention, et puis un deuxième temps durant lequel on répondra aux questions que vous allez nous poser tout au long de l'émission. Alors, pour nous poser les questions, vous aurez deux possibilités. La première, c'est de les poser soit par le chat qui apparaît juste à côté de votre écran. Si d'aventure ce chat n'apparaissait pas sur votre écran, ce qui peut être le cas de téléphone mobile ou de tablette, vous pourrez nous envoyer des SMS au coût d'une communication locale. Et le numéro du SMS, c'est le 06 17 13 13 00. Je le montrerai tout à l'heure. Je répète, 06 17 13 13 00. Donc soit le chat, soit le SMS. Voilà, c'est les deux canaux que nous aurons pour pouvoir recueillir vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à nous les poser dès le début de la réunion. Et puis comme ça, moi, ça me permettra au fur et à mesure de les distiller à nos interlocuteurs qui vous répondront plutôt en deuxième partie. Donc on va être ensemble, on va voir peut-être une heure et quart, une heure et demie, suivant le nombre de questions qu'on aura. Et on s'efforcera en tout cas de vous faire des réponses détaillées à toutes les interrogations que vous aurez. Voilà. Donc pour ce qui est de la présentation du plan de prévention, elle va se dérouler, on va dire, en trois temps elle-même. La première partie, d'abord, Julien Langumier va nous expliquer ce que c'est qu'un plan de prévention du risque inondation. Ensuite, Clément Gastaud, lui, nous détaillera de façon très précise le plan de prévention de la commune de Marignane. Puis Julien reprendra la parole pour nous parler du règlement de ce plan de prévention et surtout nous expliquer en détail les modalités de concertation. Voilà. Je crois en avoir fini pour la partie présentation. Ce que je vous propose sans plus attendre, c'est de donner la parole à Julien qui va nous expliquer ce qu'est un plan de prévention. Julien, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce format relativement atypique. Pour dire les choses très simplement, d'habitude, ce type de réunion se fait évidemment en présentiel dans une salle communale avec l'ouverture de Monsieur le maire, et donc que je tiens à excuser aujourd'hui puisque on sacrifie un peu le protocole dans ce format dématérialisé, mais vous le comprenez, il est encore un peu tôt pour tenir ces réunions publiques classiques en présentiel au regard des restrictions sanitaires qui sont encore en vigueur. Pour autant, nous souhaitions ne pas retarder ce temps important pour nous de la concertation sur le projet de révision du plan de prévention des risques d'inondation de Marignane, pour plusieurs raisons. D'abord, mais on y reviendra, si on révise ce plan de prévention des risques, c'est bien parce que la connaissance a évolué. Nous avons une connaissance plus récente du risque inondation, et c'est pour ça que nous souhaitons mettre en regard finalement la réponse réglementaire du PPR, du plan de prévention des risques, avec la connaissance actualisée. Aujourd'hui, déjà, cette connaissance est utilisée par l'autorité compétente dans les autorisations d'urbanisme, à savoir la commune, sur la base d'un porté à connaissance de Monsieur le Préfet. Cependant, il est important de pouvoir mettre à jour le PPR aujourd'hui en vigueur à Marignane, qui date, je le rappelle, d'octobre 2000, donc qui a plus de 20 ans. L'objectif de la réunion et de la concertation, mais surtout de la réunion d'aujourd'hui, pour en préciser un peu les règles du jeu avant de rentrer dans le vif du sujet, on a d'abord un objectif d'information et donc de vulgarisation, non pas qu'on soit dans une communication descendante, mais parce que le document est un peu technique, donc il est normal que vous puissiez bénéficier d'une explication qui vous explique comment ce document a été fabriqué. Le résultat de ce plan de prévention des risques, c'est un zonage opposable, c'est un règlement opposable, mais auparavant, il y a une carte d'aléas qui traduit l'étendue de la zone inondable et surtout les hauteurs et les vitesses d'eau à l'intérieur de cette zone inondable. Donc on va revenir sur ces trois grands éléments du PPR, l'aléa, le zonage, le règlement.
Et ceci dans une présentation la plus vulgarisée possible, en essayant de ne pas être trop technique. Ensuite, bien sûr, on va vous proposer de recueillir vos points de vue en séance. Donc, ça a été dit, c'est à l'écran en ce moment même. Vous pouvez intervenir par SMS. Vous pouvez également mobiliser le chat du site internet de manière à ce que nous fassions l'exercice de répondre, je dirais à chaud, en séance, à vos questions et compléter notre présentation avec des éléments d'explication plus précis ou plus localisés. Au-delà de cette réunion, aujourd'hui, il s'agit aussi d'ouvrir un temps de concertation qui ne va pas être limité à une soirée, mais qui va être un peu plus long. Nous ouvrons un temps de concertation pour une durée de 2 mois à compter d'aujourd'hui. Et vous le verrez, on déploiera un certain nombre de supports, d'outils en commune, donc présents sur site à Marignane, de manière à faciliter l'expression d'observation pour vous, de prise de connaissance du document, de compréhension des conséquences sur les sujets qui vous intéressent, sur des parcelles par exemple, ou sur vos biens. Donc c'est bien ça l'objectif de la concertation. Et l'ensemble des observations que vous pourrez nous faire remonter seront évidemment utiles pour nous pour finaliser le plan de prévention des risques d'inondation, parce que, je le rappelle, notre idée à travers cette concertation, c'est aussi d'utiliser vos observations pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de problème manifeste d'appréciation, de problème de terrain qui n'aurait pas été pris en compte. Donc c'est pour ça que cette étape pour nous est importante et qu'il ne faut pas hésiter évidemment à participer à cette concertation. On prend l'engagement, mais j'y reviendrai, évidemment à répondre à l'ensemble des observations qui auront été formulées. Donc on peut passer d'ailleurs à la diapo suivante que j'ai déjà commentée, qui rappelait les objectifs de la réunion de ce soir, ainsi plus largement les objectifs de la concertation. Bien sûr, ça fait partie des règles du jeu de la concertation. On ne s'engage pas à pouvoir donner des suites favorables à l'ensemble de vos demandes. Par contre, le fait de nous adresser des demandes, c'est un élément extrêmement important pour que déjà nous puissions en faire l'analyse et vérifier la cohérence du projet de plan de prévention des risques inondations par rapport à vos remarques. Ceci étant posé et le cadre de la réunion publique de ce soir étant rappelé, j'en viens maintenant à l'outil du plan de prévention des risques en tant que tel, en lui-même, pour rappeler déjà quelques éléments d'ordre législatif qui ont jalonné la création de cet outil particulier, qui est un outil, on y reviendra, sous la compétence du préfet, donc de l'État, et qui vient compléter un autre document, le document de planification, qui est lui sous la compétence de la collectivité. Ce qu'il est important de rappeler dans la genèse de l'outil PPR, c'est que cet outil a été créé en partie, ou enfin en tous les cas, on pourrait dire presque en contrepartie d'une autre innovation législative qui était un système d'indemnisation solidaire face aux catastrophes naturelles majeures. Je m'explique, la loi de 1982 crée un système d'indemnisation pour les catastrophes naturelles majeures dans lequel, en fait, c'est bien la solidarité de l'ensemble des personnes assurées qui financent le paiement des indemnités des sinistrés. Donc, suite à la déclaration interministérielle d'une catastrophe naturelle, est activé un dispositif de solidarité qui fait qu'on va financer les indemnisations sur un pot commun qui est abondé par chaque contrat d'assurance habitation ou automobile à hauteur de 12%. Cette loi de 1982, qui est un système solidaire, donc qui est relativement généreux également, ne peut s'entendre et ne peut être conçu que grâce à un certain équilibre économique. Je m'explique, si nous continuons à développer la vulnérabilité des nouvelles constructions dans les zones à risque, on voit bien que ce système aura du mal à rester à l'équilibre au regard de la contribution de chaque assuré pour financer les pertes des catastrophes naturelles majeures. Et c'est pour ça que dès la loi de 1982, dans l'esprit du législateur, il y a cette contrepartie qui consiste à maîtriser l'urbanisme ou l'urbanisation dans les zones à risque pour éviter d'avoir une inflation des dommages à chaque nouvelle catastrophe
qui seraient liées à une urbanisation récente qui n'aurait pas pris en compte les risques naturels. C'est la loi Barnier qui va compléter la loi de 1982 en créant l'outil du plan de prévention des risques, qui va finalement demander aux services de l'État d'élaborer sur le territoire des plans de prévention des risques. Alors non pas d'un coup d'un seul sur l'ensemble du territoire national, mais avec un souci d'une adaptation des PPR à la réalité locale. Et donc ces PPR sont faits en général selon les bassins de risque ou au niveau communal, comme aujourd'hui à Marignane. Cet outil, donc, vous l'avez compris, c'est un outil qui est clairement du côté des compétences de l'État. Il est prescrit par Monsieur le Préfet, approuvé par Monsieur le Préfet, mais il est bien sûr élaboré en association étroite avec la collectivité qui est compétente sur son document de planification. Et donc on voit bien que le PPR qui va être annexé au PLU pour le compléter sur cette partie de la prise en compte du risque doit faire l'objet d'échanges avec la collectivité en charge de la planification. Il va aussi donner lieu à des consultations des différents partenaires qui sont concernés par les conséquences de ce zonage réglementaire, que ce soit des acteurs économiques, des chambres consulaires, bien évidemment. Et on tient aussi, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, à associer les particuliers, les habitants du territoire, qui sont évidemment en premier lieu concernés par ce document qui, je le rappelle, va toucher directement au droit à construire sur certaines parcelles sur le territoire communal. Le PPR, concrètement, se présente de manière assez classique, avec deux pièces opposables qui sont, d'une part, le zonage réglementaire, mais aussi le règlement, et puis un document d'accompagnement qui n'est pas opposable, mais qui est très utile pour comprendre comment le PPR a été fabriqué, qui est le rapport de présentation. Ces éléments-là, vous allez les retrouver sur le site internet de la DDTM, et donc vous allez pouvoir les consulter pour pouvoir éventuellement mieux documenter votre connaissance du plan et apporter vos observations. En termes du process d'élaboration du plan de prévention des risques, je vais être rapide, il y a globalement 4 étapes. La première, j'en ai déjà un peu parlé, concerne la définition des aléas, et on entend par là en fait une étude hydraulique qui permet de définir la zone inondable et à l'intérieur de cette zone inondable de qualifier les hauteurs d'eau et la vitesse de l'eau. On comprend bien évidemment que selon qu'on a 20 cm d'eau et peu de vitesse sur une parcelle, ce n'est pas tout à fait la même situation que lorsqu'on a 1,50 m d'eau avec des vitesses importantes. Autre étape, la détermination des enjeux qui signifie pour nous en fait une caractérisation de l'occupation des sols. Là aussi, pour être assez clair, on ne va pas regarder la situation exactement de la même manière si on est dans une zone peu ou pas urbanisée, une zone agricole ou une zone naturelle par exemple, et une zone qui est déjà urbanisée. Troisième élément, on va faire un travail de croisement entre cette connaissance du risque d'inondation, cette connaissance de l'enveloppe inondable, et la caractérisation de l'occupation des sols. Ce qui va nous permettre de définir un zonage réglementaire selon un certain nombre de principes de prévention sur lesquels on va revenir aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, ce zonage réglementaire sera complété par un règlement qui donne clairement et précisément les projets qui peuvent être faits pour chaque zone et, à l'inverse, les interdictions qui sont associées aux différents zonages. Donc voilà un peu pour le menu. On va revenir sur chaque étape. Je vais donner la parole à Clément sur les 2 premières étapes et puis je reprendrai la main sur le zonage réglementaire et le règlement. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de vous présenter la manière dont on a conduit au plan technique cette projet de révision du PPRI de Marignane. Puisqu'effectivement à Marignane, il existe déjà un PPRI que vous connaissez sans doute toutes et tous, avec son plan de zonage, avec ses zones rouges et ses zones bleues. Vous allez le voir, il y a quelques évolutions qui sont introduites par cette révision, et je vais essayer de vous présenter le pourquoi du comment de la méthode qui génère ces évolutions. C'est des évolutions qui concernent à la fois la connaissance de l'aléa inondation, comme ça vous a été dit, l'aléa inondation, c'est les caractéristiques physiques de la zone inondable pour une crue qui sert à élaborer le PPRI. Ça sera le premier point qu'on va examiner ensemble.
À cette occasion, on aura l'occasion de revoir quelques archives de journaux télévisés qui permettront de revenir au concret du territoire en documentant un peu la mémoire des crues qu'on peut avoir sur la commune de Marignane. On reviendra ensuite plus en détail sur la manière dont on traduit cette connaissance de la physique de l'inondation sur la commune de Marignane, autour des cours d'eau que sont la Cadière et son principal affluent qui est le Romartin, et également comment cela se traite au niveau réglementaire. Et ensuite, on verra comment, à partir de ces éléments de la caractéristique des zones inondables, de la caractéristique de l'occupation des sols, on va pouvoir construire un zonage réglementaire du PPRI qui sera celui que l'on propose pour la révision de ce PPRI. Alors évidemment, ces éléments peuvent être un petit peu techniques, hein, je m'excuse d'avance, il va y avoir quelques termes qui peuvent éventuellement blesser vos oreilles. Si d'aventure je ne les explique pas suffisamment, cette réunion on la veut la plus interactive possible. Donc je rappelle que vous avez la possibilité par le chat de poser vos questions, éventuellement de faire préciser certains termes, de demander quelques explications complémentaires. Je les apporterai bien volontiers. Si vous n'avez pas accès au chat, il y a également la possibilité d'envoyer un SMS au 06 17 13 13 00. On est à votre disposition. Je précise également que cette vidéo qui vous est diffusée aujourd'hui en streaming, elle est évidemment enregistrée et vous aurez la possibilité de la revoir à tête reposée et également de nous reposer par la suite éventuellement des questions, s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires et qui vous semblent nécessaires d'être précisées, on sera évidemment à votre disposition. Donc on va commencer donc par le premier point que je vous ai indiqué. On va pouvoir afficher la diapositive suivante qui concerne la connaissance de l'année inondation sur le bassin versant de la Cadière et du Romartin, puisque ce sont ici les deux cours d'eau, le Romartin étant l'affluent principal de la Cadière, qui intéresse la commune de Marignane et que vous connaissez bien, Cadière qui vient se jeter dans l'étang de Bolmont avant de rejoindre l'étang de Berre. Donc sur ce bassin versant, qui est un bassin versant de petite taille, puisqu'il fait une grosse 70aine de kilomètres carrés, on a pu conduire une étude hydraulique qui est venue préciser, actualiser la connaissance des zones inondables. Bien évidemment, il y avait déjà des études hydrauliques qui étaient disponibles, puisqu'un PPRI a été réalisé sur la commune de Marignane. Il y en avait un également sur la commune située immédiatement à l'amont, qui est celle de Saint-Victoré. Mais cette connaissance des zones inondables, elle n'était pas conduite selon les standards techniques les plus actuels. Donc on a souhaité procéder à cette actualisation. Et également, il y avait des études hydrauliques qui étaient particulières, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'études globales réalisées sur l'ensemble de ce bassin versant permettant d'apporter une connaissance qui soit homogène de l'amont à l'aval du bassin versant. Donc cette étude hydraulique, elle a été commandée par la DDTM auprès d'un bureau d'études spécialisé, qui est le cabinet CETEC Hydratec, qui a réalisé les études hydrauliques à travers une modélisation informatique du territoire pour obtenir les caractéristiques des zones inondables pour ce qu'on appelle un événement de référence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un événement de référence? Un événement de référence, il est défini par la réglementation pour établir les projets de PPRI comme la plus forte crue connue, ou si cette crue est plus faible qu'une crue centenale, cette dernière, c'est-à-dire la crue centenale. C'est-à-dire que soit on prend la crue centenale, soit on prend l'événement le plus fort connu s'il est supérieur à la crue centenale. Donc pour ce qui concerne la commune de Marignane, l'événement qui a été retenu pour établir cette crue de référence, c'est un événement qui correspond grosso modo à une crue centenale, qui est celui de la pluie du 22 septembre 1993, qui a été réellement observé sur le poste pluviométrique d'Aix-les-Milles. Donc pour établir cette étude hydraulique et les zones inondables pour la crue de référence, on est parti d'une observation d'une pluie qui s'est produite sur un poste pluviométrique qui est très proche du bassin versant, qui est celui du poste d'Aix-les-Milles, et on a vérifié que ça correspondait à une crue de l'ordre de la crue centenale. Donc vous voyez, on est ici sur quelque chose qui est tout à fait concret, qui part de l'observé. Alors,
cette étude hydraulique, évidemment, on va y revenir dans les minutes qui viennent. Moi, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est de pouvoir revenir à travers 2 archives vidéo qu'on a pu obtenir auprès des services de l'INA. Une qui est très récente, puisqu'il s'agit d'un extrait de journal télévisé de l'automne 2019 qui revient sur la dernière grosse inondation, gros épisode de crue qu'il y a eu sur ce bassin versant, et une qui est un petit peu plus ancienne, qui est également un extrait de journal télévisé, avec cette fois-ci la parole donnée au maire de Saint-Victoré de l'époque, qui revenait suite aux crues de 1993, justement, sur les problématiques posées par les inondations. Donc je vous propose qu'on puisse regarder ensemble ces 2 extraits de journaux télévisés qui nous rappelleront un peu la mémoire des crues, la mémoire du risque sur ce territoire. Depuis ce matin jusqu'à ce soir au Palais du Pharo à Marseille, les maires de Provence-Alpes-Côte d'Azur face aux risques majeurs, aux inondations en particulier. Cette journée, l'occasion de faire le point, d'exposer tout ce qui est réalisé en matière de prévision, de surveillance des réseaux, mais aussi d'analyse des risques hydrométéorologiques et des plans de secours sur les petits bassins versants. Un large débat clôturera le colloque. André Daudet, bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Victoré dans les Bouches-du-Rhône et à ce titre, vous appartenez à la communauté de communes Marseille Métropole, dont vous êtes le 2e vice-président. Alors avant, ce qu'il faut dire, c'est que la loi considère que le maire est civilement et pénalement responsable de la prévention et de la gestion des risques. Quelle est par exemple à Saint-Victoré la part budgétaire que vous accordez à cette prévention? Environ 300 000 francs par an. C'est-à-dire que vous faites des aménagements sur 1 ou 2 cours d'eau qui sont non seulement chez vous, mais éventuellement sur d'autres communes. C'est-à-dire, dans le cadre du syndicat dans lequel nous faisons partie, nous aménageons cela et la part communale est d'environ 300 000 francs par an. Alors, on va voir sur une carte qui illustre bien nos propos l'exemple du Romartin, qui est un des cours d'eau qui part donc de Marignane, qu'on voit là. Et les zones que vous voyez en bleu sont les zones qui ont été inondées, c'est ça? Tout à fait. Alors, par exemple, Saint-Victoré a été touché. On voit là que c'est quand même assez large. Absolument. C'est la carte des inondations qui ont eu lieu dans la nuit du 22 au 23 septembre 1993. Il y avait des habitations à cet endroit-là? Oui, il y avait des habitations. L'eau est arrivée à entre 1 mètre et 1,20 mètre au maximum. Il n'y a pas eu de maison complètement submergée par les eaux. Et c'est l'exemple aussi de notre cours d'eau, la Cadière, qui est un peu plus haut. La Cadière qui est un petit peu plus haut, effectivement, avec la grosse tache bleue, qui est la zone qui a été inondée aussi au même moment. Et qu'on voit là sur l'écran. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis Nîmes, Vaison-la-Romaine, depuis Bédary, de la Camargue, les élus ont plus conscience aujourd'hui de ces risques? Il y a à la fois les élus, mais aussi la population. C'est-à-dire que nous étions restés dans notre secteur pendant 20 ans à peu près, de 1973 jusqu'à 1993, à avoir une climatologie relativement sèche. C'est vrai que ça s'est un peu accéléré. Et là, brutalement, depuis septembre 1993, nous avons eu à plusieurs reprises des épisodes pluvieux importants. Il a plu donc une inondation en septembre 1993, il y a eu une inondation en janvier 1994, ainsi qu'on a aussi été au maximum vers le mois de septembre. Et là, par exemple, ce matin au Pharo, vous avez un petit peu discuté, dialogué avec vos collègues élus. Oui, il y a une prise de conscience générale. Il y a une prise de conscience générale, parce que les problèmes de prévention de l'inondation vont très loin, puisqu'ils devraient être même inclus à l'origine dans les problèmes d'urbanisme. Voilà, et c'est d'ailleurs l'objet d'un autre débat avec le rôle aussi du citoyen, on pourra en parler beaucoup plus longtemps. Merci d'être venu pour poser un petit peu le problème. Je vous rappelle que vous êtes donc les maires de la région au Pharo, aujourd'hui, cet après-midi, pour parler donc de ces risques liés aux eaux pluviales, et non pas fluviales. Saint-Victoré est sous surveillance. 2 cours d'eau traversent la commune, des rivières en crue. Depuis ce matin, les pompiers multiplient donc les contrôles visuels. On est en présence de la Cadière. Le lit a gonflé, elle prend sa source à l'Infernay. Et toutes les eaux argileuses du plateau de l'Arbois. Là, vous avez le système de surveillance. Et vous avez une balise qui nous permet d'alimenter un site internet qui est Vigicru et de suivre au fur et à mesure la crue. Un peu plus loin, nouvel arrêt, cette fois dans une zone résidentielle à risque, car elle est installée au bord du Romartin et le cours d'eau commence à sortir de son lit.
Alors là, vous avez un lotissement d'habitations qui ont pu être construits il y a longtemps à proximité d'un cours d'eau. Malheureusement, maintenant, pour pouvoir faire de la gestion des risques, c'est compliqué de faire avec l'existant. Des zones comme celle-ci, il y en a d'autres à Saint-Victoré. Ici, dans le quartier du Régana, ce nouvel épisode pluvieux est vécu avec angoisse. L'eau a fait carrément un trou au niveau des murs des canalisations et c'est monté tout à l'heure jusqu'à la planche. On était à 2 doigts encore d'être encore inondés et d'être encore évacués. Oui. C'est une inquiétude? Ah mais on ne dort plus la nuit, dès qu'il commence à pleuvoir, c'est abominable. Il y a tout juste 2 semaines, dans la nuit du 2 novembre, une vague a tout emporté. Comme vous pouvez le constater, les clôtures, les murs, la fenêtre du voisin s'est décrochée, est arrivée dans mon jardin. Donc, avec ces 2 extraits de journaux télévisés, je pense que ça nous rappelle vraiment cette mémoire du risque, à savoir que la commune de Marignane, c'est pas seulement dans les études hydrauliques qu'elle est touchée par les crues, mais c'est bien dans la réalité, puisque là, on a la mémoire de 2 épisodes d'inondation, de débordement de la Cadière et du Romartin qui sont importants, en 1993 et là plus récemment en 2019. Je pense qu'en 2019, un certain nombre d'habitants qui ont été frappés, durement touchés. On a encore pleinement la difficile mémoire. Ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que ces épisodes de crue, ils se forment lors de ce qu'on appelle des épisodes méditerranéens, c'est-à-dire c'est des épisodes orageux qui sont très difficiles à prévoir, très difficiles à anticiper et qui se forment très rapidement. Je rappelle qu'en 2019, l'orage qui a généré ces débordements, il n'avait pas pu être prévu par les services de météo et que donc l'inondation, elle s'est produite dans la nuit de manière très brutale, très rapide. Également, on pourra mettre à disposition sur le site, sur la chaîne YouTube de la DDTM à l'issue de cette réunion, une petite vidéo de simulation qui a été faite par le bureau d'études de CETEC Hydratec qui montre la manière dont les débordements se produisent par rapport au moment de la pluie. Donc vous verrez la propagation très rapide de cette inondation qui se fait en quelques dizaines de minutes. C'est vraiment quelque chose qui est très brutal. C'est également des témoignages qui ont pu être recueillis par les médias, par la presse, à l'issue de cette dernière inondation. Donc sans plus tarder, et on pourra y revenir si vous avez des questions, n'hésitez pas, à travers le chat, à travers les SMS, soit maintenant, soit lorsque l'on aura terminé de vous présenter ce projet de révision du PPRI. Je vous propose de revenir sur la traduction de cette connaissance de l'aléa inondation à travers ce qu'on appelle la carte d'aléa du PPRI, qui est une carte informative. Ce n'est pas directement la carte réglementaire, ça on y viendra immédiatement après. Donc pour cette crue de référence, je rappelle, la crue de référence, c'est la crue qui est générée par la pluie du 22 septembre 1993. On va pouvoir caractériser les périmètres qui sont inondés. Donc c'est ce qu'on a ici sur cette carte en jaune, orange, rouge et rouge foncé. C'est les secteurs qui sont inondés par les débordements de la Cadière et du Romartin pour cette crue de référence. Et on va pouvoir également caractériser en violet ici sur cette carte ce qu'on appelle les périmètres inondés pour la crue exceptionnelle étant 2 fois la crue de référence. Donc sur cette carte, on retrouve donc, comme je vous le disais, en jaune, orange, rouge et rouge foncé les secteurs qui sont inondés par la crue de référence, et on va venir caractériser en fonction des hauteurs d'eau et des vitesses d'eau qu'on peut y quantifier le niveau de l'aléa inondation. Également, ce qu'il faut noter, c'est que la dynamique de la crue, la vitesse de la montée de l'eau étant particulièrement rapide, ce paramètre est également à prendre en compte pour caractériser cette aléa inondation. Au plan réglementaire, le décret du 5 juillet 2019 est venu préciser la manière
où, en fonction de ces hauteurs d'eau qui sont maximales, qui sont observées, de ces vitesses d'écoulement qui sont observées et de la vitesse de montée de l'eau, on va déterminer le niveau de l'aléa inondation, ce qui va servir ensuite à établir le zonage réglementaire. Donc on va retrouver, dès lors que l'on a des hauteurs d'eau qui sont extrêmement faibles, c'est-à-dire inférieures à une vingtaine de centimètres, on va caractériser l'aléa en jaune comme un aléa modéré, hauteur extrêmement faible. Dès lors que ces hauteurs d'eau restent modérées et que la vitesse des écoulements l'est également, c'est-à-dire que l'on a moins de 1 mètre d'eau et que l'on a une vitesse d'écoulement qui ne dépassera jamais les 50 cm par seconde, on sera dans un aléa modéré. Donc c'est ce qui est représenté en orange sur la carte qui se situe sur la droite de la diapositive. On va retrouver ensuite, lorsque l'on a des hauteurs d'eau qui sont plus importantes, des hauteurs d'eau importantes, sans vitesse d'écoulement, donc c'est-à-dire entre 1 mètre et 2 mètres de hauteur d'eau, ou dès lors qu'on aura des hauteurs d'eau qui sont significatives, c'est-à-dire supérieures à 20 cm et des vitesses d'écoulement qui dépassent les 50 cm par seconde, on sera également dans un aléa fort, avec ici une représentation par une couleur rouge. Et dès lors que l'on aura des hauteurs d'eau qui sont extrêmement importantes, supérieures à 2 mètres, ou des hauteurs d'eau qui sont fortes, supérieures à 1 mètre, avec des vitesses d'écoulement qui sont significatives, on qualifiera un aléa très fort, qui permettra de distinguer ces zones particulièrement dangereuses. Donc je le rappelle, ces niveaux d'aléa, ils correspondent bien au risque qui est représenté par ces écoulements pour les personnes, puisque dès lors que l'on a des hauteurs d'eau qui sont significatives, dès lors que l'on a des vitesses d'écoulement qui sont significatives, les personnes qui se situeraient dans ce flot peuvent voir leur sécurité mise en danger, avec un risque qui peut notamment être vital. On constate malheureusement, on déplore malheureusement chaque année des victimes en raison des inondations. Donc, sans entrer plus dans les détails de cette carte d'aléas, je vais vous proposer une représentation qui est sans doute plus accessible, plus interactive, à travers une présentation, à travers un survol par une infographie en 3 dimensions qui représente le territoire de la commune, qui vous permettra de mieux visualiser en descendant la Cadière, puis en remontant le Romartin, les périmètres qui sont inondés pour la crue de référence et pour la crue exceptionnelle, avec une représentation qui est un petit peu plus accessible, un petit peu plus concrète, puisque située dans le territoire à travers ce survol 3D qui va s'afficher d'ici quelques Cette vidéo en 3 dimensions par image de synthèse vous présente la zone inondable par débordement de la Cadière et du Romartin à Marignane. Vous trouverez en bleu les zones inondées pour la crue de référence et en violet celles qui le sont au-delà pour la crue exceptionnelle. Le dégradé de bleu vous indique du bleu clair au bleu foncé les hauteurs d'eau les plus faibles vers les hauteurs d'eau les plus importantes. Commençons notre cheminement à la limite entre Saint-Victoré et Marignane, là où la Cadière entre sur les territoires communaux. Nous longeons la D9 sur la droite et passons devant le rond-point de l'hélicoptère avant de traverser la départementale et nous diriger vers le centre-ville. Les locaux de la police municipale se trouvent sur notre droite. Nous longeons maintenant la D9C à gauche. La mairie se trouve un peu plus haut sur la droite. Nous traversons à présent l'avenue du Général de Gaulle et nous nous trouvons entre le collège Georges Brassens et le gymnase Saint-Pierre. Après avoir traversé la commune d'est en ouest, la Cadière se jette dans l'étang de Bolmont. Prenons maintenant un peu de hauteur pour observer la zone inondable que nous venons de survoler. Nous allons à présent revenir sur nos pas pour retourner à la confluence entre la Cadière et le Romartin. Nous remontons la Cadière jusqu'au supermarché Leclerc qui se trouve sur notre gauche et traversons cette fois la D9 pour survoler le Romartin. Nous nous dirigeons vers le centre de formation continue en longeant l'avenue Lacanau.
Nous continuons de suivre cette avenue en direction de l'école primaire Pagnol jusqu'au pas des Lanciers. Nous arrêtons notre cheminement au niveau de l'avenue Henri Dunant et de la voie ferrée, à la limite avec Saint-Victoré. Alors, vous aurez noté sur cette vidéo 3D que vous pourrez re-regarder, elle est déjà en ligne sur la chaîne YouTube de la DDTM, comme ça vous pourrez la reconsulter en pouvant vous arrêter sur les parties qui vous intéressent le plus. Vous aurez noté que sur certains secteurs, la Cadière elle est enterrée, notamment, je le rappelle, à proximité du centre historique de centre-ville de Marignane. Il y a une partie qui est couverte sur ces secteurs-là. Il peut néanmoins y avoir des débordements qui contournent cette couverture et qui fassent qu'il y ait des zones inondables qui sont assez larges autour de ce secteur. Ce qu'on va regarder désormais, c'est la manière dont, à partir de cette carte d'aléa inondation, on va pouvoir établir le zonage réglementaire, qui est le document graphique qui va préciser la manière dont les prescriptions, les obligations, les interdictions générées par cette révision du PPRI vont se déployer. Donc, comme ça a été dit en introduction de cette réunion dématérialisée, il y a deux éléments qui sont nécessaires pour établir le zonage réglementaire d'un PPRI. Et c'est là une des nouveautés qui est introduite par cette révision du PPRI. Je vous l'ai indiqué, le premier élément qui est nouveau à l'occasion de cette révision, c'est l'actualisation de la connaissance des zones inondables. Le deuxième élément qui est une nouveauté, c'est que de nouveaux principes de prévention du risque d'inondation viennent s'appliquer. C'est des principes de prévention qui sont portés à la fois par le plan de gestion du risque d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée et également par le décret du 5 juillet 2019 qui sont venus faire évoluer de manière assez notable la réponse de prévention par rapport à la règle qui était en usage en l'an 2000 lorsque le PPRI existant de Marignane a été élaboré. Donc vraiment la principale évolution, c'est que à l'occasion de l'élaboration du PPRI établi en l'an 2000, on traduisait directement la connaissance de l'aléa inondation selon une grille de qualification de l'aléa qui était d'ailleurs un petit peu différente de celle que je viens de vous présenter, en indiquant que les zones qui étaient en aléa fort faisaient l'objet d'un zonage rouge inconstructible, alors que les zones qui étaient en aléa modéré faisaient l'objet d'un zonage constructible de couleur bleue. Alors on va garder ces couleurs rouges pour les règles d'inconstructibilité et ces couleurs de tonalité bleue pour les règles de constructibilité, mais la réponse qui va être apportée à l'occasion de cette révision du PPRI sera un petit peu plus fine, un petit peu plus subtile, pour prendre en compte également un nouveau paramètre qui est l'occupation des sols, c'est-à-dire la manière dont le territoire est aujourd'hui construit, avec la présence d'enjeux sur le territoire. Et on va venir faire la distinction entre trois types d'occupation du sol. L'occupation à l'état actuel du sol, je le précise, on ne se base pas ici sur le zonage de planification du document d'urbanisme qui vise à planifier l'évolution du territoire. On se base bien sur une photographie de l'existant pour mener cette cartographie qui est selon trois secteurs. Donc un premier secteur qui va être les zones peu ou pas urbanisées. Les zones peu ou pas urbanisées, c'est les secteurs qui sont non construits, c'est les secteurs qui sont agricoles, c'est les secteurs qui sont des zones naturelles. Ça peut être les secteurs de certains équipements de plein air, les parcs, les stades, qui peuvent faire l'objet de ces zones peu ou peu urbanisées. Et plus globalement, les secteurs également de construction diffuse, peu dense. Donc ces secteurs-là seront qualifiés de zones peu ou peu urbanisées. A contrario, dans les secteurs où on va rencontrer à la fois une forte densité des constructions, une forte continuité du bâti et également une mixité des usages et des fonctions, c'est-à-dire que l'on aura simultanément du logement, du commerce, des services publics, de l'activité économique. À ce moment-là, on va pouvoir caractériser ce que l'on appelle un centre urbain.
ce centre urbain, il sera représenté dans une couleur bleue sur la carte des enjeux qu'on va voir immédiatement après que je vous ai présenté ces principes d'établissement du zonage réglementaire. Lorsque l'on n'est ni en zone peu ou peu urbanisée, ni en zone de centre urbain, on sera dans un troisième type de secteur qui est ce qu'on appelle les autres zones urbanisées. Donc c'est les zones urbanisées qui ne relèvent ni des zones peu ou peu urbanisées, parce que la continuité, parce que la densité des constructions y est suffisamment forte, et qui ne relèvent pas du centre urbain, puisqu'ils n'auront pas les 4 caractéristiques simultanées qui sont celles du centre urbain. Donc à partir de ces informations sur l'occupation du sol, que l'on retrouve ici sur la colonne de gauche du tableau que vous voyez sur la diapositive qui s'affiche actuellement, donc avec les zones peu ou peu urbanisées, la ligne supérieure, l'autre zone urbanisée, la ligne du milieu, le centre urbain, la ligne du bas, et également à partir des caractéristiques de la zone inondable pour la crue de référence, donc je le rappelle l'aléa faible ou modéré, ou les niveaux d'aléa fort et très fort, ainsi que le niveau qu'on appelle d'aléa résiduel qui correspond aux zones qui sont inondées pour la crue exceptionnelle mais qui ne sont pas inondées pour la crue de référence. On va pouvoir établir ce zonage réglementaire en traduisant un certain nombre de principes de prévention que je vais vous exposer désormais. Donc le premier de ces principes de prévention, c'est le fait que l'on ne va pas pouvoir venir implanter de nouveaux enjeux, de nouvelles constructions au sein des zones peu ou peu urbanisées qui se situent en zone inondable pour la crue de référence, et ce, quel que soit le niveau de l'aléa. Il s'agit de ne pas générer de nouveaux dommages, d'accroître le niveau des dommages qui seraient générés par une inondation. Il s'agit évidemment également de préserver les biens et les personnes. A contrario, lorsque l'on se situera dans des autres zones urbanisées ou dans des zones de centre urbain, lorsque le niveau de l'aléa est compatible avec le développement de nouveaux enjeux, et notamment les principes de renouvellement urbain et de densification de la ville sur la ville, on va pouvoir retrouver des zones bleu clair en notre zone urbanisée, bleu foncé en zone de centre urbain, qui seront constructibles. Lorsque le niveau de l'aléa sera fort et très fort, quelle que soit la caractéristique d'occupation du sol, on sera sur un principe d'inconstructibilité, alors avec soit une zone rouge lorsqu'on est en zone peu ou peu urbanisée, soit une zone orange lorsqu'on est en autre zone urbanisée et en centre urbain, avec toutefois la possibilité de permettre un certain nombre de projets au titre du renouvellement urbain, avec toutefois une ambition de réduire la vulnérabilité lorsque l'on sera en autre zone urbanisée et en centre urbain. L'une des principales différences, mais on y reviendra sans doute lorsqu'on précisera les principes du règlement, entre l'autre zone urbanisée et le centre urbain, c'est qu'en notre zone urbanisée, on va venir limiter les emprises au sol bâties qui vont pouvoir être implantées dans ces secteurs, ce qui ne sera pas le cas pour les projets qui seront autorisés en centre urbain. Enfin, dernier principe, et là il concerne la zone violette, la zone d'aléa résiduel, qui correspond, je vous le rappelle, à la zone qui est inondée pour la crue exceptionnelle, mais qui ne l'est pas pour la crue de référence. Là, on sera globalement sur un principe général de constructibilité, avec des prescriptions qui visent à prévenir les dommages liés à d'éventuelles crues supérieures à la crue de référence, avec simplement un principe de calage des premiers niveaux de plancher de manière forfaitaire à une vingtaine de centimètres au-dessus du terrain naturel. Donc, on va voir avec la diapositive suivante une illustration avec les différentes cartographies de la construction de ce zonage réglementaire. Donc, on a en haut à gauche la carte d'aléa que je vous ai déjà présentée, avec ces zones jaune, orange, rouge et rouge foncé qui correspondent au périmètre inondé pour la crue de référence, et violette qui correspondent au périmètre inondé uniquement par la crue exceptionnelle. En dessous, on retrouve la carte des enjeux avec les 3 zones que je vous ai indiquées, les zones vertes qui correspondent aux zones peu ou peu urbanisées, la zone bleue qui correspond au centre urbain, et les zones oranges qui correspondent à l'autre zone urbanisée. Et donc, en croisant ces 2 cartes avec le tableau que je viens de vous présenter, on va construire de manière tout à fait linéaire le zonage réglementaire, où on va retrouver les zones bleu foncé et bleu clair qui sont globalement constructibles, et les zones orange et rouge qui sont globalement inconstructibles, ainsi que cette zone violette. Donc, sans plus tarder, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'il n'y a pas de questions qui aient été remontées sur le chat ou par SMS. Vraiment, n'hésitez pas si ce qu'on vous dit n'est pas suffisamment clair. Si vous avez besoin de précision
à poser vos questions. On y répondra avec grand plaisir. Cette réunion est faite pour ça. Je vais repasser la parole à Julien Langumier qui va pouvoir vous exposer sur la base de ce zonage réglementaire les grands principes, les grandes prescriptions, les grandes possibilités d'interdictions qui sont relatives à chacune de ces zones. Pardon, je me permets juste d'intervenir une petite seconde pour vous dire que j'ai quelques premières questions qui sont arrivées. Des questions qui parlent de financement, des questions qui parlent d'organisation, de mesures, etc. Ce que je vous propose, c'est de les garder pour l'instant, de laisser peut-être aux personnes le temps de nous en poser d'autres. J'ai reçu quelques questions pour l'instant via les SMS, donc n'hésitez pas à vous servir du chat qui est sur Internet. Et voilà, désolé de vous avoir interrompu, Julien. Je vous en prie, allez-y. C'est parfait. Sur le règlement, c'est la diapositive suivante. Encore la suivante. Voilà, merci. Sur le règlement, le document est assez complet, il est assez précis. Donc je ne vais pas ici le balayer de manière exhaustive, ce serait trop long. Il est bien sûr en ligne sur le site internet de la DDTM et c'est vraiment ce document qui vous donnera la règle du jeu de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Je vais vous rappeler les grands principes, sa portée et comment il faut l'appréhender. Tout d'abord, pour rappeler que le règlement, il s'adresse au projet neuf. On a beaucoup parlé de constructibilité et d'inconstructibilité. Ça veut dire qu'en fait, on s'adresse soit au projet d'une nouvelle construction sur un terrain nu, donc une construction ex nihilo, soit un projet d'extension, soit un changement de destination, soit une surélévation, ça peut être aussi une démolition-reconstruction. Voilà ce qu'on appelle projet neuf au sens où on a un projet qui donne lieu à une autorisation d'urbanisme. Mais le règlement s'adresse aussi aux biens existants en dehors d'un projet, puisqu'il va aussi prescrire des mesures de réduction de la vulnérabilité sur les bâtiments existants. Donc voilà déjà dans le règlement deux entrées importantes entre la réglementation des projets neufs, qui vient quelque part compléter le document de planification, et d'autre part les prescriptions apportées aux bâtiments existants en dehors d'un projet. Pour être assez synthétique, je vais rebalayer les cases de cette matrice de prévention que Clément a déjà présentée. Dans la première zone, dans la première ligne du tableau, dans les zones peu ou pas urbanisées, vous avez noté qu'on retient un principe d'inconstructibilité dans la zone inondable globale. Cependant, il est important de préciser qu'un certain nombre de projets sont autorisés malgré tout dans cette zone rouge. Je voudrais en citer quelques-uns, notamment des bâtiments agricoles sans habitation, en dehors de l'aléa fort, car dans les zones des principaux écoulements, on a évidemment des problèmes à implanter toute entrave à un écoulement important. Mais en tous les cas, le bâti agricole est autorisé en zone rouge inconstructible. On a aussi des occupations du sol type stationnement en plein air, en surface, qui sont autorisées avec des prescriptions pour, par exemple, éviter que les véhicules soient emportés par la crue. Autre élément aussi que je souhaite indiquer, quand on commence à descendre un peu dans ce tableau, dans les zones déjà urbanisées, que ce soit des centres urbains ou des zones ou des autres zones urbanisées, dans les cases bleu clair, on est sur des principes de constructibilité. Le bleu foncé va être un peu moins contraignant que le bleu clair, pour être clair, dans la mesure où on voit bien qu'en centre urbain, c'est plus compliqué d'imposer des mesures pour faire face aux inondations. Je vous donne deux exemples. Le premier a déjà été évoqué en partie par Clément. En zone bleu clair, donc en dehors des centres urbains, on cherche à faire en sorte qu'il y ait une certaine de surface qui reste non bâtie pour permettre le passage de l'eau pendant la crue. C'est un principe de libre écoulement des eaux. Or, dans le centre urbain qui est déjà très constitué, très dense, on voit bien que ce principe est difficile à mettre en œuvre et qu'il pourrait se solder par une impossibilité ou une entrave au renouvellement urbain, qui par ailleurs est particulièrement précieux en centre urbain, et j'aurais envie de dire d'autant plus précieux à Marignane, qui est concerné par des programmes de renouvellement urbain sur de l'habitat privé particulièrement importants, notamment à travers le PNR CAD. Donc, sur cette question-là, on aura une limitation à 30% de l'emprise au sol de la zone inondable d'une parcelle en zone bleu clair, alors que cette disposition
ne sera pas présente en centre urbain en bleu foncé. Un autre exemple aussi, en zone bleu clair, bien sûr, le principe de base qui permet une nouvelle construction sera de caler le premier plancher au-dessus des plus hautes eaux. C'est-à-dire soit de réaliser un vide sanitaire, soit, si les hauteurs d'eau sont plus fortes, d'avoir presque un premier plancher au niveau du R+1. Dans le centre urbain, ce principe est compliqué à appliquer, puisque d'une part, il pourrait conduire à condamner des rez-de-chaussée existants dans des projets de renouvellement urbain, et par ailleurs, la question des commerces, par exemple, serait très compliquée en empêchant les commerces de plein pied sur des rues commerçantes. Voilà pourquoi ce principe qui est marqué de manière claire en zone bleu clair est décliné de manière un peu plus pragmatique pour le centre urbain, dans la mesure où des planchers peuvent être autorisés en dessous des plus hautes eaux, mais à condition d'avoir accès à un niveau refuge qui permette de disposer d'un espace de sécurité au-dessus des plus hautes eaux. Donc voilà pour vous montrer aussi cette différence sur des exemples concrets entre le bleu clair et le bleu foncé, entre le centre urbain et les autres zones urbanisées. Enfin, dernier point, je voudrais revenir sur les zones oranges qui correspondent aux aléas forts dans les zones déjà urbanisées. C'est un point relativement nouveau dans la réglementation, puisque c'est le décret de juillet 2019 qui introduit ce point-là en autorisant le renouvellement urbain. Et on a bien traduit cela dans le règlement du PPR par des possibilités d'autoriser des opérations de démolition-reconstruction à emprise au sol constante et avec une réduction de la vulnérabilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si dans la situation initiale, on avait des planchers en dessous des plus hautes eaux, on doit retrouver en état projet, sur la même emprise au sol de bâtiment, les planchers qui sont tous calés au-dessus des plus hautes eaux. Donc voilà pour vous donner un peu le type de projet possible derrière chacune de ces couleurs, chacune de ces cases du tableau, et rendre ce tableau peut-être un peu plus concret. Dans les zones violettes, peut-être dernier point, on est sur des prescriptions assez simples et qui rejoignent le bon sens, non pas que le bon sens ne soit pas présent dans les autres cases, mais on est dans des zones d'aléas avec des fréquences de crues plus rares, des intensités, des hauteurs d'eau plus faibles. Donc on demande notamment un calage des planchers 20 cm au-dessus du terrain naturel, qui est une disposition qui, par ailleurs, pour ne pas souffrir de dommages liés au pluvial ou au ruissellement urbain, est une mesure qui est particulièrement adaptée et nécessaire en milieu méditerranéen. Donc voilà peut-être pour balayer ce tableau et essayer de le rendre un petit peu concret. Je dis un dernier mot sur les mesures sur l'existant pour dire, mais j'ai l'impression que des questions arrivent sur ce sujet-là, donc on va pouvoir développer un petit peu plus, mais que globalement le Code de l'environnement prévoit que dès que ces mesures excèdent 10% de la valeur vénale du bien, elles ne sont pas obligatoires. Donc elles ne sont obligatoires que si ces mesures sont inférieures à 10% de la valeur vénale du bien. Et ces mesures peuvent faire l'objet d'aides pour l'habitation, d'aides aux propriétaires, notamment à hauteur de 80%, ce qui est quand même un effet incitatif très fort. Et je rappelle que ça n'est que depuis 2 ans, depuis la loi de finances de l'année dernière, enfin de l'année encore avant, qu'on dispose d'une bonification de ce taux d'aide qui auparavant était de 40%. Donc on voit aussi une évolution du dispositif financier qui est favorable pour accompagner ces PPR et les prescriptions de mesures qui visent à réduire la vulnérabilité des bâtiments existants. Alors, dernier point, on voulait revenir sur la concertation pour rappeler globalement le dispositif qui va être mis en place et qui est en train de débuter ce soir avec cette réunion publique. C'est le premier jalon du dispositif de concertation que nous vous proposons. En plus de cela, nous avons confectionné des panneaux d'exposition qui reprennent les grandes étapes d'élaboration du PPR, mais qui vous permettent aussi de visualiser sur des grands formats le zonage réglementaire, de vous repérer sur ces plans et d'avoir les éléments clés d'information pour pouvoir lire facilement ce plan de prévention des risques. À compter d'aujourd'hui, nous ouvrons également une boîte mail qui va vous permettre de nous adresser
vos observations, vos commentaires. Elle figurait sur le slide, hein, cette boîte mail concertation, ah ben voilà, elle est en dessous, sur le bandeau, concertation-ppri-cadière@bouche-du-rhône.gouv.fr. Et ce que je disais en introduction, c'est que bien évidemment, nous nous engageons à apporter des réponses à chacune de vos observations, de vos questions. Bien évidemment, ne soyez pas impatients. Si nous recevons beaucoup d'observations, nous prendrons le temps de traiter correctement l'ensemble des demandes et donc nous pouvons avoir un certain délai. Ce travail est réalisé en régie dans les services, donc on traitera tout, mais il faut qu'on le fasse correctement et donc, le cas échéant, qu'on se donne un peu de temps pour vous apporter des réponses complètes. Si vous n'êtes pas à l'aise sur le mail, le courrier reste évidemment un moyen classique que nous traitons évidemment. Donc l'adresse de la DDTM figure également sur cette slide. Et puis le dossier papier sera présent en mairie, vous pourrez le consulter. Et il y aura également un registre papier qui sera associé, qui vous permettra aussi d'inscrire vos observations à la suite d'une consultation en mairie du dossier papier. C'est vrai que vous verrez notamment le zonage figure sur des plans A0 de grande taille. Donc vous pouvez peut-être aussi préférer, certains d'entre vous, consulter ce dossier papier plutôt que d'ouvrir les plans au format PDF que vous pouvez télécharger en ligne sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Donc voilà pour les modalités pratiques, hein, très précisément, qui sont mises à disposition. Ce temps de concertation, nous l'ouvrons pour une période de 2 mois et nous nous engageons donc à répondre à l'ensemble de vos questions, de vos observations à l'issue de ce délai ou pendant ces 2 mois au fil de l'eau de la réception de vos observations. Dernier point, peut-être sur la suite de la procédure. Une fois cette concertation close, sachez qu'il vous reste des possibilités pour intervenir et participer à l'élaboration de ce document. Nous aurons d'abord une phase de consultation des personnes et organismes associés. Cette étape est prévue par le Code de l'environnement. Vous voyez apparaître sur cette slide, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les acteurs institutionnels, les organisations qui seront consultées pour donner leur avis sur ce plan de prévention des risques. Bien sûr, la commune de Marignane sera interrogée, ainsi que la métropole. Pour ces 2 structures, il est attendu une délibération, soit du conseil municipal, soit du conseil métropolitain. Et puis, nous interrogeons également le département, la région, mais aussi des chambres consulaires, comme la chambre d'agriculture ou la chambre de commerce et d'industrie. Les services de secours aussi, le SDIS, sera également consulté. Et suite à cette phase-là, une enquête publique sera lancée sur la commune de Marignane, avec dans le dossier d'enquête publique à la fois une synthèse de la concertation publique que nous ouvrons aujourd'hui, mais également l'avis de l'ensemble de ces partenaires institutionnels. Comme ça, vous serez aussi informés des avis qui ont été donnés sur ce plan jusqu'à présent. Et le principe de l'enquête publique, c'est qu'un commissaire enquêteur indépendant vienne soit vous apporter des informations d'explication sur le plan qui est soumis à enquête publique, soit recueille vos observations, vos remarques, et in fine, il est attendu du commissaire enquêteur un avis, et je rappelle qu'il est tout à fait indépendant et souverain dans l'expression de cet avis, avis favorable, défavorable, avec l'expression de réserve possible ou de recommandation. Et c'est bien avec l'ensemble de ces avis, c'est-à-dire à la fois ce que vous allez exprimer pendant la concertation publique, l'avis des partenaires institutionnels, l'avis du commissaire enquêteur, que nous proposerons à Monsieur le Préfet l'approbation du plan de prévention des risques. Tout ceci nous emmène en termes de calendrier, globalement, à une consultation des partenaires institutionnels à l'automne et une enquête publique au début de l'année 2022. Très pratiquement, pour l'enquête publique, pour ceux qui ne seraient pas familiers, il y aura des permanences tenues en commune auxquelles vous pourrez vous rendre pour discuter et échanger avec le commissaire enquêteur. Mais dorénavant aussi, les enquêtes publiques sont doublées de dispositifs dématérialisés et vous pourrez aussi participer à l'enquête publique sur un registre numérique mis en ligne après avoir pris connaissance du dossier d'enquête publique. Donc ceci est aussi une nouvelle modalité qui est mise en œuvre depuis un peu plus de 2 ans. Voilà pour les
principaux moyens dont vous disposez pour vous exprimer sur ce plan, pour en comprendre aussi les tenants et les aboutissants, les conséquences, y compris sur votre parcelle, si vous êtes concerné directement par l'emprise de la zone inondable. Voilà ce que je voulais peut-être rappeler en termes de conclusion avec ces éléments de calendrier et le rappel des moyens qui sont à votre disposition. Alors, pendant que vous intervenez, Julien, j'ai eu des premières questions. Je vous propose de vous les transmettre. Est-ce que vous avez fini déjà tous les deux? Ou est-ce que vous souhaitez compléter avant que je vous pose des questions? On passe aux questions? On passe aux questions. Allez, ok. Donc, vous parliez tout à l'heure de bon sens. Une question sous le sceau du bon sens. Une personne demande qu'est-ce qui justifie le fait de modifier un PPRI? Pourquoi on y revient dessus dans le temps? Alors, merci pour cette question. C'est vrai que dans le département, on a d'autres communes exposées au risque d'inondation qui n'ont pas forcément un PPRI en vigueur et sur lesquelles on n'élabore pas aujourd'hui un PPR, alors que sur la commune de Marignane, qui était dotée de ce document de prévention, on vient aujourd'hui réviser un PPR existant. En fait, je tiens quand même à rappeler qu'au plan géographique, le bassin de la Cadière est un bassin de petite taille, ça a été rappelé, 70 km², mais un bassin versant qui a été beaucoup urbanisé. Je ne veux pas dire par là qu'on a construit préférentiellement dans la zone inondable, mais j'entends par là le fait que l'urbanisation s'est développée dans le bassin versant, c'est-à-dire dans l'eau qui tombe et qui est drainée vers le cours d'eau de la Cadière ou du Romartin. Pour le dire autrement, on a en fait une forme d'imperméabilisation des sols qui est extrêmement important sur ce bassin versant et qui nous a paru important de traduire dans une nouvelle connaissance pour mesurer l'impact finalement de ces aménagements anthropiques sur non pas la modification de la pluie, puisque ça c'est un élément qui est aujourd'hui relativement stable malgré les modèles liés au changement climatique, mais plutôt par rapport à la propagation de l'onde de crue, c'est-à-dire comment la pluie qui tombe sur le territoire va se transformer en un débordement de cours d'eau, en une crue. Et on comprend aisément, plus on va avoir une imperméabilisation des sols importante, plus en fait on va avoir une propagation rapide des écoulements de l'amont vers l'aval et donc à l'arrivée des formes de concordance des arrivées d'eau pour générer des crues importantes à l'aval. Donc cet élément nous paraissait important. Quelque part, mais je tiens à dire qu'on avait lancé, vous l'avez vu, l'étude de révision de la connaissance, elle date de 2017, donc ce n'est pas une réponse de l'administration aux événements de 2019, mais je tiens quand même à rappeler que ces événements nous ont quand même complètement confortés dans le choix qu'on a fait et qu'on a partagé avec monsieur le préfet de réviser le PPRI de Marignane, puisque on a pu trouver certains secteurs en dehors du zonage du PPRI qui avaient été touchés par des débordements. Donc voilà pourquoi il est important de bien actualiser la connaissance et la réponse réglementaire sur des territoires qui sont quand même particulièrement exposés. On le voit à Marignane, on est sur une zone deltaïque, ça serait un bien grand mot, mais on est sur une zone d'embouchure, même si le cours d'eau de la Cadière est un faible bassin versant, c'est-à-dire une zone d'étalement globalement de la zone inondable, et qui correspond aussi, et c'est l'histoire en partie qui explique cela, mais à une zone d'urbanisation historique ancienne tout à fait constituée. Donc pour nous, dès lors qu'on a la concordance entre cette réalité géographique d'une embouchure de fleuves côtiers avec le développement d'une urbanisation, on est au cœur de la prévention des risques, et il s'impose pour nous de venir mettre à jour cette connaissance et aussi d'en profiter pour appliquer les principes de prévention qui ont un petit peu évolué, ça a été rappelé, mais je rappelle qu'on a un décret qui date de 2019, vous voyez, qui est quand même relativement récent, et sur lequel on souhaitait profiter de cette production réglementaire pour mettre à jour le PPRI de Marignane, qui n'était plus, je dirais, qui ne correspondait plus forcément aux normes tant techniques que réglementaires en vigueur aujourd'hui. Merci. Donc on a bien compris que cette actualisation, elle se fait en fait pour répondre à des modifications qui interviennent dans le temps, ou en tout cas des évolutions. Une autre question qui vient d'arriver, une personne demande si les mesures
que vous indiquez ont un caractère obligatoire. Alors si j'ai bien écouté, il m'a semblé qu'il était question d'enveloppe budgétaire au-delà de laquelle les choses n'étaient peut-être pas obligatoires, mais en tout cas je vous laisse développer peut-être. Oui, on peut préciser ce point-là. Peut-être en profiter pour présenter une diapositive supplémentaire qui peut-être rendra les choses de manière assez concrète. Quand on parle, c'est la dernière diapositive, quand on parle de mesures de réduction de la vulnérabilité, je vais vous illustrer sur deux mesures principales. On peut parler, la première mesure la plus importante, mais aussi la plus ambitieuse, est l'aménagement d'un espace refuge pour des habitations qui seraient de plein pied, sans possibilité de se mettre en sécurité lors de la survenue d'une crue. Dans ces cas-là, on prescrit une pièce supplémentaire avec une taille de 6 mètres carrés, mais on voit bien que le coût d'aménagement d'une pièce supplémentaire à l'étage peut être relativement important. C'est pour ça que cette prescription n'est obligatoire que si le coût de cette mesure est inférieur à 10% de la valeur vénale du bien. Si on a une habitation d'un coût de 300 000 euros, dès que le projet de surélévation dépasse 30 000 euros, il n'est plus rendu obligatoire par le plan de prévention des risques. Ce que je disais en même temps, c'est un autre élément un peu financier, mais qui ne porte pas sur le même sujet, c'est que dès lors qu'un particulier, un propriétaire s'engage pour une habitation, pour la réalisation de cette mesure de réduction de la vulnérabilité, l'État, à travers le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, s'engage à subventionner à hauteur de 80% le coût de réalisation de cette mesure. Donc, si je reprends mon exemple, si j'ai un projet de surélévation qui coûte 20 000 euros pour une maison qui est évaluée à 300 000 euros, la mesure est rendue obligatoire par le PPR et l'État va venir subventionner 80% du coût estimé à 20 000 euros du projet de surélévation, c'est-à-dire un montant de 16 000 euros. Autre exemple d'une mesure plus simple, évidemment beaucoup moins onéreuse. Sur cette diapositive, la surélévation, vous voyez, a été représentée par cette surélévation jaune de la maison qui est en état initial correspond au volume blanc et qui permet de disposer donc d'un espace refuge. On essaye évidemment d'aménager des ouvertures pour faciliter l'évacuation de l'habitation, que ce soit par un Velux ou par une ouverture extérieure plus commode pour les services de secours en période de crise. L'autre mesure importante, c'est celle de mise en place de bâtards d'eau qui sont particulièrement adaptés en fait à des crues qu'on pourrait qualifier d'éclairs dans la mesure où la crue va passer très vite. Ça veut dire qu'on a une pluie d'intensité très forte sur un laps de temps très court. L'onde de crue se forme très rapidement. On ne l'a pas dit, mais globalement, en 2019, le décalage dans le temps entre le pic de la pluie et le pic de la crue est de l'ordre d'1 heure sur la Cadière. Donc ça va extrêmement vite. Et l'onde de crue étant passée, l'inondation s'arrête. Par contre, les dommages sont maximum au moment du passage de l'onde de crue. Les bâtards d'eau sont particulièrement adaptés à ces phénomènes très brutaux parce qu'ils consistent à obturer les ouvertures des habitations, notamment le bas des portes, pour que le flot de l'inondation reste globalement sur la voirie, dans la rue, et ne rentre pas dans les habitations. Ces bâtards d'eau sont beaucoup moins efficaces pour des crues qui vont durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ils peuvent d'ailleurs gêner l'intervention des secours quand ils doivent rentrer à l'intérieur des habitations. Par contre, pour des crues éclairs, c'est des dispositifs qui peuvent permettre de réduire les dommages de manière importante. On est donc bien là dans une mesure qui consiste à installer des petites réglettes sur les ouvertures de manière à y glisser des poutrelles métalliques ou en aluminium avec un système de joints qui empêche l'eau de pénétrer dans l'ouverture du bâtiment. Et donc voilà des mesures aussi prescrites par le plan de prévention des risques qui peuvent être financées à hauteur de 80%. Et qui sont obligatoires dès lors qu'elles sont inférieures à 10% de la valeur vénale du bien. En général, ces mesures étant peu onéreuses, elles rentrent parfaitement dans cette contrainte et donc elles sont rendues obligatoires par le plan de prévention des risques. Mais le fait de rendre obligatoires ces mesures ouvre droit à la subvention au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Merci. Alors, une autre question. Je vois qu'on en est à on vient de dépasser 1h05, 1h10 de réunion. Il me reste encore 4 questions. Une personne souhaiterait en savoir plus sur les modalités pour pouvoir rencontrer le commissaire enquêteur. Est-ce que vous pouvez, alors je ne sais pas si c'est plutôt Julien, plutôt Clément, mais en tout cas nous en dire un petit peu plus sur la façon dont on peut rencontrer ce commissaire enquêteur? Tout à fait. Alors d'abord, ça me donne l'occasion de préciser un peu le calendrier des différentes phases de cette procédure, puisque aujourd'hui, cette réunion publique, elle vient démarrer la phase active de concertation du public, c'est-à-dire celle où vous allez pouvoir vous exprimer, déposer vos observations, formuler vos questions, recueillir les précisions qui vous sont nécessaires pour bien comprendre ce qu'est cette révision du PPRI et quel est son impact sur vos projets, sur vos biens. Voilà, donc ce temps-là, il démarre pour une période de 2 mois à compter d'aujourd'hui et qui permettra de finaliser le plan, la révision du plan. Cette révision du plan, elle sera ensuite soumise, comme on l'a vu, à la concertation, enfin l'avis formalisé des acteurs institutionnels à travers le recueil des avis des personnes et organismes associés et fera l'objet d'un dossier qui sera effectivement soumis à enquête publique. Donc ce sera un deuxième moment. Dans le cadre de cette enquête publique, dont aujourd'hui évidemment les dates ne sont pas encore arrêtées, le commissaire enquêteur n'est pas désigné, il y aura effectivement l'organisation de permanence où le ou la commissaire enquêteur pourra vous accueillir pour recueillir vos observations. Commissaire enquêteur qui est totalement indépendant de la DDTM et qui pourra formuler un avis auprès du préfet sur la base des observations, des questions, des remarques qu'il aura recueillies pour éventuellement formuler des recommandations d'évolution, de modification de cette révision du PPRI avant que monsieur le préfet puisse décider de son approbation. Pardon Clément, juste une précision, comment ça se passe? Il faut prendre des rendez-vous ou c'est des créneaux qui sont ouverts? Alors, bien évidemment, aujourd'hui, il ne m'est pas possible de répondre, compte tenu du contexte sanitaire, sur la façon précise dont se déroulera cette enquête publique. Mais effectivement, habituellement, de manière classique, le commissaire enquêteur décide d'un certain nombre de permanences où il est présent en commune et où sa porte est ouverte pour accueillir les personnes qui vont venir déposer des observations. Comme cela a été dit également, aujourd'hui, les enquêtes publiques ont aussi une dimension dématérialisée pour permettre à ceux qui n'auraient pas l'occasion de venir aux horaires des permanences rencontrer le commissaire enquêteur physiquement, de déposer via un registre dématérialisé en ligne leurs questions et leurs observations. Ces questions et ces observations, elles sont également de la même manière que celles qui sont déposées sur le registre papier qui est disponible en commune. Elles sont accessibles en ligne pour que tout un chacun puisse les consulter, puisque c'est évidemment quelque chose de public. Alors je précise, pour qu'il n'y ait vraiment pas de confusion, il va y avoir 2 moments qui vous permettent de déposer vos remarques et observations. Un premier temps qui est celui de la concertation publique, qui est celui de la finalisation du document, qui nous permet à nous, services de l'État, qui élaborons cette révision, de bien prendre en compte toutes les informations de terrain que vous voudrez bien nous partager, notamment pour corriger les éventuelles erreurs qui sont toujours possibles dans ce projet de révision, que ce soit sur la carte d'aléa, la carte des enjeux, le zonage réglementaire, intégrer éventuellement des précisions quant à la rédaction du règlement. Vos contributions sont souhaitées, elles sont appréciées et elles permettent d'aboutir à un document qui soit le plus abouti possible. Et une fois ce travail réalisé, on prendra évidemment en compte la totalité des observations qui peuvent l'être. Éventuellement, on pourra également aussi avoir des désaccords. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, de l'élaboration ou de la révision d'un PPRI. À ce moment-là, vous aurez l'occasion, une nouvelle fois, de vous exprimer auprès d'un acteur qui est indépendant, qui est le commissaire enquêteur et qui pourra choisir de relayer ou non, et dans la forme qui lui appartient, les observations qu'il aura recueillies, pour soumettre cet avis indépendant à monsieur le préfet avant qu'il ne décide d'approuver ou pas la révision de ce PPRI. Merci Clément. Une autre question, une personne qui est un professionnel nous demande si les professionnels sont soumis à des obligations particulières à la différence des particuliers. Qui veut répondre? Oui, on peut aussi préciser ça tout à l'heure quand j'évoquais les mesures de réduction de la vulnérabilité sur les bâtiments existants, donc en dehors des projets. Je me suis focalisé sur les habitations, mais des obligations portent également
sur les bâtiments d'activité. Donc quand on parle de professionnels, on renvoie en urbanisme sur les bâtiments d'activité par rapport à la destination habitation. Pour les bâtiments d'activité, on est aussi dans la même logique de mettre en place des mesures de réduction de la vulnérabilité. Cependant, on a affaire là à une typologie et une variété d'activités qui est importante, ce qui fait que les mesures forfaitaires qui sont prescrites pour l'habitation, parfois peuvent être moins adaptées à des activités plus spécifiques. Donc c'est pour ça que le règlement du PPRI a fait le choix, en tous les cas propose, de prescrire des diagnostics de la vulnérabilité d'une activité économique face au risque d'inondation, qui visent finalement les mêmes objectifs que les mesures qui figurent de manière un peu forfaitaire pour l'habitation, la mise en sécurité, la réduction des dommages potentiels, le travail sur les réseaux d'énergie notamment pour favoriser une remise en route la plus rapide possible, la limitation des embâcles, c'est-à-dire de tout ce qui est stocké sur la parcelle et qui peut être emporté par la crue, pour donner quelques exemples. Mais ceci nous a paru intéressant de donner la possibilité aux responsables de l'activité de commencer par une démarche de diagnostic pour identifier quelles sont les mesures les plus efficaces par rapport à la spécificité de son activité et de retenir celles-ci pour les mettre en œuvre au titre du plan de prévention des risques. Donc quelque part, le règlement du PPR a fait le choix du pragmatisme pour ne pas imposer les mêmes mesures à tout le monde, sachant que dès qu'on parle d'activité, on parle d'éléments très différents. Pour les petites entreprises, on peut d'ailleurs recourir à un autodiagnostic, c'est-à-dire on a des modèles d'éléments à vérifier qui permettent là aussi de faire cet exercice sans forcément passer par un bureau d'études spécialisé. Dès lors qu'on est dans une activité d'une certaine ampleur, il était intéressant d'objectiver cet exercice par un homme de l'art et donc un bureau d'études spécialisé. Merci. Une personne nous indique qu'en 2019, elle n'a pas été inondée et se pose la question de savoir du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le réviser, ce PPRT, si cette personne-là n'a pas été inondée? Qui veut répondre? Je vais répondre, c'est une excellente question et qui revient à me permettre de repréciser ce que j'ai indiqué sur la manière dont on procède pour établir la carte des zones inondables qui va faire l'objet d'une réglementation. Donc effectivement, je le rappelle, l'objet du PPRI, c'est de réglementer la zone inondable qui est inondée pour ce qu'on appelle la crue de référence, qui est un événement qui est défini de manière réglementaire. C'est-à-dire que c'est soit la crue centenale, soit la plus forte crue connue, lorsque cette plus forte crue connue est supérieure à la crue centenale. Et donc, en l'occurrence, il est vrai qu'on a constaté une inondation qui était forte en 2019. D'ailleurs, il y a eu plusieurs épisodes successifs d'inondation et la plus forte d'entre elles était assez significative. Toutefois, cette inondation, pour importante qu'elle ait été, avec des dommages qui ont été significatifs, je ne veux surtout pas minorer les dommages qui sont survenus aux biens, avec un certain nombre de personnes qui ont subi des dégâts vraiment très importants. Cet épisode d'inondation, il n'était pas de l'ampleur de la crue de référence, il n'était pas de l'ampleur d'une crue centenale, il était d'une ampleur très rare, certes, mais pas de celui d'une crue centenale. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de secteurs de la commune de Marignane qui n'ont fort heureusement pas été inondés en 2019, mais qui le seraient pour un épisode qui soit plus important, qui est celui de l'épisode de la crue de référence, qui correspond, je le rappelle, à une crue qui a été observée sur le territoire, qui est la pluie du 22 septembre 1993, qui est une pluie effectivement mesurée, constatée sur le secteur d'Aix-les-Milles, qui a été, les études hydrauliques ont consisté à regarder ce qu'une pluie de ce type, qui correspond à un épisode de l'ordre centenal, donc celui qui correspond à la crue centenale, générerait sur le territoire. Et donc effectivement, en 2019, on a eu un épisode vraiment important de débordement de la Cadière, mais qui est inférieur à la crue de référence. Donc c'est pour ça qu'il y a des parties du territoire qui n'ont pas été inondées à cette occasion et qui sont toutefois réglementées à l'occasion de cette révision du PPRI.
Je dois également dire, puisque c'est aussi une question qui peut se poser, c'est qu'il y a des secteurs qui n'étaient pas réglementés par le PPRI actuel, qui vont l'être à l'occasion de cette révision. Et cela s'explique par plusieurs éléments. D'abord, effectivement, cette connaissance meilleure que l'on a du régime des pluies, avec cette connaissance fine de la pluie de 1993. Mais surtout les points qui sont importants, c'est l'urbanisation plus importante du bassin versant actuellement, qui génère un phénomène de ruissellement plus rapide, avec une accélération des écoulements qui se concentrent plus vite et qui génère donc des débordements accrus de la Cadière. Et également, un point qui n'est pas à négliger, c'est que les méthodes d'évaluation des périmètres qui soient inondés, les méthodes de quantification des hauteurs d'eau, des vitesses d'eau, ont beaucoup progressé ces 20 dernières années, puisque les moyens informatiques, vous connaissez tous les évolutions qu'il y a eu, nous permettent d'avoir une modélisation beaucoup plus fine de la zone inondable que ce qu'elle pouvait l'être à la fin, au début des années 2000, fin des années 90. Et donc ça explique également aussi une partie de cette évolution de la représentation des périmètres qui sont inondés, avec une connaissance vraiment, j'y insiste, qui est d'une très grande qualité, qui est au meilleur de ce que les standards techniques permettent d'obtenir sur ce type d'études hydrauliques, avec un travail d'une vraiment grande qualité mené par le bureau d'études CETEC Hydratec. Je le précise également, puisque j'ai la parole, et je terminerai là-dessus, c'est que cette étude hydraulique tout particulièrement, a permis de prendre en compte, avec une grande finesse, à la fois les ouvrages spécifiques de la Cadière. Je pense notamment aux secteurs qui sont couverts, aux secteurs où il y a des réseaux qui sont importants, qui captent une partie des écoulements, en regardant précisément quels étaient les débordements, les entonnements qui peuvent être réalisés, et donc à avoir une représentation vraiment au plus proche de la réalité des débordements qui pourraient se produire pour cette crue centenale. Merci Clément, merci pour la précision de ces propos. Alors on arrive tout doucement à la fin des questions et donc à la fin de cette réunion. Je vous propose peut-être, avant d'avoir 2-3 mots de conclusion, de prendre la dernière question, où il est question d'argent. Une personne nous demande, souhaiterait en tout cas des précisions sur le montant des aides qui vont être proposées. Alors j'ai entendu 80% tout à l'heure, dans certaines conditions. Je ne sais pas qui veut prendre la parole, peut-être Julien ? Oui, alors le montant de ces aides, je vous l'ai dit, il y a une actualité réglementaire qui fait qu'il y a une première évolution avec le passage de 40% à 80% du montant d'aide, et puis il y a des dernières évolutions réglementaires qui plafonnent le montant de l'aide à la valeur de 36 000 euros. Donc on ne va pas forcément rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, dès lors que la mesure coûte moins de 10% de la valeur vénale des biens, on est globalement sur une aide à hauteur de 80%. C'est-à-dire que le reste à charge est de 20%. Je rappelle aussi que les mesures comme une zone refuge en surélévation participent évidemment de l'amélioration générale de la valeur du bien. Donc je pense que ce reste à charge par rapport quelque part à la valorisation du bien liée à ces travaux est une chose qui est assez équilibrée, qui est même assez bien soutenue et aidée par l'État, par l'administration. Donc aujourd'hui, on en est là. Voilà, si je vous donne ces éléments d'évolution, c'est bien pour vous montrer aussi le mouvement dans lequel on est, où je pense qu'historiquement, cette politique publique de prévention, si au départ, sur le plan financier, elle a cherché à subventionner et financer des ouvrages de protection, comme des digues ou parfois des bras de décharge, c'est-à-dire des bras secondaires pour prendre une part du débit de crue. Aujourd'hui, on est plutôt dans une histoire de cette politique de prévention qui vise à repositionner, à rééquilibrer ces financements aussi sur la réduction de la vulnérabilité des biens, donc au plus proche des bâtiments impactés, avec ces travaux. Donc globalement, les retours d'expérience nous disent que c'est efficace, nous disent que ça fait vraiment baisser la valeur des dommages en cas de crue. Donc on est là dans une approche quand même assez proactive
Bien sûr, on a besoin de vous pour les mettre en œuvre, puisqu'il ne s'agit pas de procéder à des travaux d'office. Vous serez le premier à décider de faire ces travaux, mais sachez que vous avez des aides financières. Et je le rappelle, par rapport à d'autres dispositifs, ces aides financières sont sans condition de ressources. Donc, au titre du risque, ce qui est aidé, c'est bien la mesure par rapport à la valeur vénale du bien, avec ce taux d'aide jusqu'à 80%, qui vous donne les grands éléments de l'instruction, qui est une instruction assez simple, sans qu'il y ait X critères d'éligibilité qu'il faut croiser et qui parfois donne lieu à un certain casse-tête pour monter un dossier de subvention. Ces dossiers sont assez simples, ils seront annexés au règlement du PPRI pour que vous en puissiez en avoir directement la disponibilité et le cas échéant, vous lancez dans l'exercice des travaux qui vous concernent, des travaux que vous souhaitez mettre en œuvre et des aides que vous pouvez obtenir pour ces derniers. Puisqu'on parle de questions d'argent et peut-être aussi pour laisser quelques minutes encore le temps de cette précision à celui ou celle qui voudrait encore poser une question pour qu'on puisse lui répondre. Un point qui est important aussi et qui n'est pas une nouveauté avec cette révision, mais que je rappelais parce qu'il est important, c'est que les communes qui font l'objet d'un plan de prévention des risques d'inondation se voient quelque part protégées en cas de crue en termes d'indemnisation des dommages, puisque la prescription du PPRI, son approbation, permet de suspendre le dispositif de franchise croissante qui est appliqué par les assureurs en cas de reconnaissance de catastrophe naturelle. C'est-à-dire qu'au-delà de la troisième inondation qui se produit, les biens indemnisés se verraient frapper à chaque nouvelle crue d'une franchise, une fois à la 4e crue, 2 fois à la 5e, et ainsi de suite. Par l'application de ce PPRI, par sa prescription, par son approbation, par sa révision, donc en disposant d'un PPRI, la commune de Marignane dispose pour l'ensemble des biens qui sont assurés sur la commune d'une suspension de ce dispositif de franchise et donc d'une garantie d'avoir une indemnisation qui est stable, quelle que soit la récurrence de ces inondations. Et c'est quelque chose qui est tout à fait important pour les biens qui sont les plus exposés. Alors, on est bien dans cet équilibre, prescription de mesures de réduction de la vulnérabilité qui vont permettre de réduire à la fois le montant des dommages, également de permettre de retrouver pour ceux qui sont concernés une vie la plus normale possible, le plus rapidement possible, c'est important, et également une protection financière au titre de la solidarité nationale à travers les indemnisations qui sont générées par le Fonds catastrophe naturelle. Parfait, merci Clément. Écoutez, il n'y a pas de questions supplémentaires. Si vous en êtes d'accord, peut-être pouvons-nous arrêter là cette réunion et en tout cas remercier les gens pour toutes les questions, enfin en tout cas les participants qui nous ont suivis pour la richesse des questions et encore une fois le bon sens des questions que vous nous avez posées. Je ne sais pas, peut-être Julien, un petit mot de conclusion ? Oui, non, bien sûr, pour remercier tout un chacun d'avoir suivi, y compris sur ce format un petit peu atypique, cet exercice et cette réunion publique, cet exercice de concertation, mais qui est plus qu'un exercice, qui doit vraiment être un moment où ce serait dommage de retenir vos questions et vos observations. On mesure, j'insiste un petit peu, l'impact de ce document sur le droit des sols, sur le parcellaire de la commune de Marignane. Donc je pense qu'il est important, parce que c'est aussi dans la tradition écrite de la manière d'élaborer ces plans par l'administration, eh bien de bien notifier au service de l'État vos observations, vos remarques, pour que nous puissions les prendre en compte. Donc voilà, je voulais terminer sur une invitation vraiment à participer. Il n'y a pas de petits sujets, il n'y a pas de sujet anecdotique. Je pense qu'il est important que vous puissiez, en tant que citoyen, nous adresser toutes vos questions. Vous l'avez vu, de nombreux formats à votre disposition. Donc voilà, choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. N'hésitez pas, même dans un mail, à nous mettre
un bout de zonage photographié avec votre smartphone pour qu'on se repère et qu'on puisse vous répondre. Et on apportera des réponses à tout le monde. Je pense que ça serait dommage que vous découvriez ou vous preniez connaissance de ce plan une fois qu'il serait approuvé et que vous viendriez déposer un projet de construction en vous heurtant à une impossibilité réglementaire. Donc voilà, c'est souvent un peu un effort d'anticipation que de se mobiliser pour en prendre connaissance dès maintenant, mais je pense que ça vaut le coup parce que c'est maintenant qu'on va regarder ce retour des habitants du territoire communal de Marignane. Donc quelque part, ne ratez pas le coche, mobilisez-vous dans cette période de 2 mois qu'on ouvre à partir d'aujourd'hui. Parfait. Clément, merci. Julien, merci à vous également. Merci pour la richesse de ces propos, de ces échanges. Et puis, écoutez, vous l'aurez compris, vous êtes nombreux pour pouvoir participer à cette enquête publique. En tout cas, à très bientôt. Merci à vous.